Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une jeune entrepreneure de 26 ans qui a à cœur l'entrepreneuriat au féminin. Un peu plus tard, on aura notre coach Normand Laudia qui va nous donner quelques conseils sur comment recevoir du feedback. Parce que oui, ça prend quelques conseils pour justement recevoir les critiques constructives d'une bonne manière. Et pour compléter l'émission, j'aurai une lecture savoureuse à vous proposer sur Dale Carnegie. Bienvenue à Motivation Québec, le show! Mon invitée d'aujourd'hui est une femme d'action. Ayant cumulé beaucoup d'expérience en relations publiques et en démarrage d'entreprise, elle a décidé avec un ami de lancer sa propre entreprise intitulée Lori.biz. Ariel Baudin, bienvenue à Motivation Québec. Bonjour Cédric. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à toi, Ariel. Super heureuse de participer à ton beau projet qui est Motivation Québec. Oui, Ariel. Puis pour les gens qui ne te connaissent pas, avant, j'avais fait une recherche sur toi et il y a beaucoup de gens qui connaissaient Lori.biz. J'ai été quand même surpris, mais peu de gens connaissent Ariel Baudin, la femme qui se cache derrière cette entreprise-là. Donc, parle-moi un peu de ton cheminement et de ta passion sur l'entrepreneuriat aussi. Alors, moi, ma passion pour l'entrepreneuriat, je ne l'ai pas eu toute jeune. Moi, mon parcours académique, j'ai quand même eu un parcours académique assez typique, si on veut. Je suis allée au secondaire, ensuite au cégep, mais c'est vraiment à l'université que là, je me suis dit, wow, qu'est-ce que je vais faire? Il y a tellement de programmes, tellement de choix, c'est difficile justement. Oui, exactement. Donc, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai écouté un petit peu les gens autour de moi, puis on m'a vraiment conseillé l'économie. Ça va t'ouvrir des portes. Donc, je suis allée en sciences économiques et politiques. J'ai fait mon bac. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai réalisé que c'était pas pour moi, que j'y avais pas beaucoup d'intérêt, puis je me voyais pas faire ça dans le futur. Mais j'ai quand même terminé mon bac. J'aurais peut-être dû y mettre fin puis voir ce qui m'intéressait plus. Mais à ce moment-là, tu t'es dit, je commence quelque chose, je vais le terminer. Oui, puis je ne savais pas de toute façon ce que je voulais faire. Donc après mon bac, je me suis questionnée un petit peu avant la fin de mon bac, puis je me suis dit, dans mes emplois en tant qu'étudiante, j'ai été dans le domaine, j'ai baigné dans le domaine de l'événementiel, de la promotion. Puis j'ai été amenée à rencontrer du monde qui travaille dans les relations publiques et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je me suis inscrite au certificat en relations publiques à l'UDM. Puis là, j'ai été passionnée. J'ai rencontré des professeurs qui, pour la première fois, enseignaient. Ils travaillaient dans des milieux qui enseignaient. Donc, ils nous parlaient de leur expérience de travail, vraiment leur day-to-day. Puis on apprenait des choses qu'on appliquait au quotidien. Oui, au quotidien. Donc, il y a des choses que j'applique toujours aujourd'hui chez Lori.biz. Et là, je voulais peut-être faire une maîtrise, mais toujours, je ne savais pas en quoi. Donc, là, j'étais à la recherche de stages, puis dans le domaine des communications, des stages non rémunérés, à temps plein. Puis, tu avais des séries d'entrevues de 7 entrevues pour avoir un poste non rémunéré, encore une fois. Okay. Donc là, je me suis rappelé que j'avais rencontré quelqu'un au party de C2 Montréal. Qu'est-ce que C2 Montréal? C2 Montréal, c'est un gros événement commerce et créativité qui a lieu à Montréal. Dans le fond, c'est pour inspirer la créativité. Il y a beaucoup de conférenciers qui viennent. C'est une belle opportunité de réseautage à Montréal. Puis, ça fait rayonner le Montréal international. Donc, quelqu'un m'avait donné sa carte d'affaires. Je me rappelle que je l'avais trouvé super dynamique, inspirant. J'avais aimé son projet, mais je me rappelais plus exactement ce que c'était parce que là, on était rendu 1 an plus tard. Donc, j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai retrouvé sa carte d'affaires. Tu as retrouvé la carte 1 an après, quand même. Oui, dans une de mes boîtes. Et je l'ai appelé, je l'ai contacté. Il n'était pas vraiment à la recherche d'employés à ce moment-là. Ou de stagiaires. Oui, c'est ça. Mais je lui ai dit, je vais travailler, je vais faire ce qu'il faut. Puis j'ai fait un petit peu de tout. Puis là, j'ai été amenée à faire le développement des affaires. Donc, j'étais responsable des divers partenariats, des commandites, des relations gouvernementales, puis des subventions. Puis j'ai adoré cela. Puis c'est là qu'est venue ma passion de l'entrepreneuriat parce que quand j'ai vécu ma première expérience du Festival international du Startup, qui lui est le plus grand événement en entrepreneuriat et en technologie au Canada, là c'est un festival qui a lieu à l'extérieur, c'est une conférence de 4 jours, mais j'ai été dans l'univers des startups. Puis là, j'étais entourée d'entrepreneurs, d'investisseurs, de mentors. Puis là, je me suis rendu compte que
wow, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Bien, c'est accessible et c'est un beau réseau, le réseau des entrepreneurs, des innovateurs. Il y a tellement à apprendre à travers des échanges qu'on peut faire. Et justement, j'imagine que c'est à cet événement-là, le Festival international de start-up, que tu as rencontré ton futur associé à cette époque-là, Stéphane Atanga. Comment ça s'est passé justement, la rencontre avec Stéphane, avant même de vouloir lancer Lori.biz? Donc, au festival, vraiment, c'est des endroits où tout le monde est en train de pitcher, tout le monde est en train de réseauter, c'est très fast-paced. Puis là, un ami de longue date m'avait présenté Stéphane, qui lui était au festival pour bloguer sur les femmes entrepreneurs. Puis à ce moment-là, je trouvais ça intéressant. On a eu plusieurs rencontres par la suite, ça a pris du temps, on a échangé. Lui avait un intérêt pour l'entrepreneuriat féminin parce que lui est d'origine camerounaise, puis sa mère était entrepreneur, puis il a vu tous les obstacles puis les défis auxquels elle a fait face. Puis moi, de mon côté, c'était vraiment... Bien, moi, on m'a toujours dit, Ariel, tu peux être ce que tu veux dans la vie, avocate, professeur, docteur, mais jamais entrepreneur. Puis si j'avais pas eu la chance d'être au festival, j'aurais jamais connu cette réalité, puis je me serais jamais dit, eh bien, moi aussi, je peux être entrepreneur, moi, je peux fonder mon entreprise. Donc là, on s'est rencontrés, on s'est dit, hey, on va faire une communauté autour de cela, on va créer des événements, on va en faire plus, puis on va vraiment ouvrir, démocratiser l'entrepreneuriat féminin. Puis... Et de là est né Lori.biz. Ouais. Justement, parle-nous de ce beau projet Lori.biz et Lori Hub aussi qui a été lancé récemment. Peux-tu nous parler de ce projet d'entreprise que tu as lancé avec Stéphane? Donc, Lori.biz, Lori, c'est pour Ladies of Real Influence, donc femmes d'influence. C'est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'inciter les femmes à considérer l'entrepreneuriat comme choix de carrière, mais aussi de soutenir celles qui souhaitent se lancer une entreprise ou qui ont déjà lancé leur entreprise. Nous, comment on fait cela? On fait cela à travers notre média en ligne où on offre beaucoup de contenu, à travers nos diverses activités, nos conférences, nos soirées réseautage, nos déjeuners-conférences, où on met toujours de l'avant un entrepreneur chevronné, mais aussi un entrepreneur de la relève pour lui donner de la visibilité. Donc, on a toujours les entrepreneurs de la relève en tête. Puis là, notre nouveau projet qu'on vient de lancer, qu'on lance en ce moment, là, c'est Lori Hub, qui est le premier espace de coworking pour femmes entrepreneurs au Canada. Coworking, c'est l'anglicisme pour dire que les femmes entrepreneurs, ou les hommes, parce que bon, coworking, ça inclut les hommes et les femmes, mais ils peuvent justement partager des locaux, partager du bureau et travailler chacun à leur entreprise ou à leur projet. Bien, dans le fond, oui, un espace de travail collaboratif, mais nous, on mise vraiment sur une approche de co-développement et d'entraide. Donc, les entrepreneurs qui feront partie du Hub auront non seulement un environnement qui inspire la créativité, mais aussi une atmosphère d'entraide, de support. Donc, ils auront accès à beaucoup plus, des conseils légaux gratuits, des conseils en comptabilité, accès à des ateliers spécialisés. Donc, nous, on mise vraiment sur le co-développement, puis je pense que ça va être quelque chose de super. D'ailleurs, aujourd'hui, on accueille notre première membre du Hub qui a gagné un prix du Fonds de solidarité FTQ, qui lui offre un bureau gratuit pendant 1 an dans nos locaux. Parce qu'à cause de nos partenariats qu'on a créés, on est capable d'offrir un espace de travail très abordable et de donner une chance en or à ces Et pour une entrepreneur X qui a un beau projet, qui cherche un espace à travailler et qui a besoin peut-être même soit du coaching ou de l'encadrement, Lori Hub, c'est tellement un beau concept. Ça coûterait combien à une femme qui se lance en affaires puis qui voudrait avoir un espace de coworking? 230 $ par mois, puis quand même. Ouais, accès au Wi-Fi, t'as plein puis c'est presque au centre-ville à Montréal, en plus, j'imagine. Proche du centre-ville, un petit peu, 5 minutes en auto, si on veut. Ouais. Quand même. Et si tu as fondé cette entreprise-là avec Stéphane, est-ce que c'est parce que tu considères que les femmes entrepreneurs au Québec ou dans le monde ont de la difficulté à se démarquer dans la sphère du monde des affaires? À se démarquer, oui, je veux dire, on n'a pas beaucoup... Moi, en grandissant, j'ai pas eu de modèle femme entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, oui, au Québec, mais elles ont moins de visibilité. Nous, on veut vraiment leur donner cette visibilité puis les faire connaître, les ouvrir au monde. Mais on peut constater quand même, corrige-moi si je me trompe, je pense qu'au Québec, les femmes entrepreneurs sont beaucoup plus valorisées que, par exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, où ce que l'égalité homme-femme
n'est pas là à 100 pour cent. Je veux dire, les femmes au Québec sont quand même valorisées. Puis on voit quelques modèles, par exemple, Danielle Henkel, Eliane Gamache-Latourelle. Trouves-tu justement que c'est un peu plus facile pour une femme au Québec de se lancer en affaires qu'ailleurs dans le monde? Bien, partout dans le monde, il y a une tendance d'entrepreneuriat féminin. Au Québec, il y a un entrepreneur sur 3 qui est une femme. Donc, c'est quand même, on fait beaucoup de progrès. Mais si on se compare au reste du Canada, à la Colombie-Britannique, par exemple, ou à nos voisins américains, eux, ils sont en avance sur nous, en entrepreneuriat en général. Donc, on a fait du beau progrès dans les dernières décennies, dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre la parité. Oui, le Canada, on a été coté dans l'index entrepreneurial mondial comme le 2e pays le plus favorable à l'entrepreneuriat féminin. Mais il reste qu'il y a du progrès à faire. On a besoin de beaucoup de modèles. On a des Danielle Henkel, des Eliane Gamache-Latourelle, mais il faut aussi beaucoup d'exemples de modèles plus jeunes aussi. Donc, je pense qu'il faut les mettre de l'avant. Parce que tu l'as dit, à 18, 19, 20 ans, on te propose d'être docteur, d'être psychologue, d'être avocat, mais pourquoi pas entrepreneur? Et pourquoi on ne le dit pas aux jeunes filles qui sont au secondaire, qui sont au cégep? C'est possible d'être un entrepreneur, que tu sois un homme ou une femme, peu importe ta race, peu importe ton âge et tout. Et moi, je pense justement que les femmes entrepreneurs doivent être encore plus valorisées au Québec, même si tu m'as dit toutes ces belles statistiques. J'ai le goût de te parler d'une affirmation de Kevin O'Leary, qui est un entrepreneur et un requin dans l'émission Shark Tank, un entrepreneur à succès qui dit que les femmes font de meilleurs chefs d'entreprise parce qu'elles sont plus orientées vers les objectifs et prennent moins de risques. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de Kevin O'Leary? Bien, statistiquement, c'est vrai que les femmes prennent moins de risques que les hommes. Si je suis d'accord qu'elles font des meilleurs entrepreneurs, il ne faut pas toujours généraliser. Il y a des études qui le démontrent. Mais oui, je pense que les femmes ont une différente façon d'aborder l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui ont leurs entreprises qui sont reliées à leur passion qu'elles ont. Puis la passion, je pense que c'est très important quand tu démarres une entreprise parce que c'est ça qui va te donner le coup de pouce. C'est ça qui, dans les moments, les hauts puis les bas, là, dans ces moments bas, c'est ça qui va vraiment t'aider à gérer ton entreprise. Puis ils disent aussi que les femmes sont bonnes pour gérer l'argent aussi. Et toi, Ariel, quel truc ou habitude tu appliques au quotidien afin de te démarquer en tant que femme entrepreneur? Alors, pour se démarquer en tant que femme entrepreneur, moi, pour la réussite de mon entreprise, ce que je pense qui est vraiment important, c'est justement de se mettre... Moi, je me mets constamment, je me force là, à me mettre dans des situations qui me mettent mal à l'aise parce que dans la vie, comme en entreprise, tu vas te retrouver face à des situations que tu n'as jamais vécues, qui te mettent mal à l'aise. Puis c'est comme ça que tu vas grandir en tant que personne aussi. Donc, tout le temps se pousser, puis faire ces nouvelles situations parce que tu dois prendre des décisions à la fin de la journée dans des situations A ou B qui ne sont pas l'idéal, mais tu dois trancher puis prendre la meilleure décision. Donc, ça, des situations où tu es mal à l'aise. Un gros défi pour moi que j'essaie de pratiquer, c'est de savoir gérer son stress. En entreprise, tu as plein de stress en même temps. Donc, tu as le stress A, le stress B, le stress C, mais il faut que tu sois capable de compartimentaliser ce stress B, ce stress C pour pouvoir gérer la situation A tout de suite. Un autre astuce que j'ai, moi, c'est de me faire des listes. La gestion de temps, le temps, c'est quelque chose de très précieux. Donc, tous les matins, moi, je me dresse une liste des choses que j'ai à faire pendant la journée, puis vraiment de commencer par celle qui est la plus importante, mais aussi la moins le fun à faire. Ouais, mais c'est difficile parce que, bon, moi aussi, je me fais des listes de tâches que je dois faire quotidiennement et hebdomadairement. Mais souvent, on est porté à faire les tâches qui sont faciles, rapides ou pas importantes. Comment on peut faire justement pour se décider d'accomplir des choses qu'on était peut-être censé faire, mais qu'on remet tout le temps, mais qu'il faut faire maintenant, au présent? Mais c'est justement là de l'importance de la liste. Quand tu l'as écrit, moi, c'est ma satisfaction dans la journée. Ça peut paraître un petit peu bizarre. J'ai ma liste, puis j'ai le number one, puis je le fais sur papier, puis j'ai mon surligneur. Puis quand j'ai surligné cette tâche que j'avais à faire, c'est mon satisfaction 100 %. Donc, vraiment, mais ça prend beaucoup de discipline. C'est pas quelque chose qui se fait du premier jour. Ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de discipline. C'est vrai. Ariel, là, j'ai envie de te poser une question piège.
J'aimerais savoir ta définition du leadership, autant au masculin qu'au féminin. Pour toi, en quoi ça implique d'être un ou une bonne leader? Bien, une bonne leader, c'est de pouvoir prendre les responsabilités. Quand tu es leader, tu as beaucoup de responsabilités, mais c'est donc tu dois prendre beaucoup de décisions, mais c'est aussi d'être à l'écoute des autres. Souvent, les leaders, ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils ont raison, puis c'est très difficile à mettre de côté. Souvent, tu as tes idées à toi, mais c'est très important d'écouter les autres, d'avoir leur point de vue pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, Et effectivement, il y a une différence entre être un chef d'entreprise et un leader. Des fois, un chef d'entreprise peut juste prendre des décisions et pas écouter ses collègues ou ses employés. Mais un leader, justement, ça a besoin d'avoir l'opinion de tous. C'est pas juste notre opinion qui est bonne, d'avoir le point de vue d'un peu tout le monde. Ça peut nous aider à prendre de meilleures décisions. Avant de terminer notre entrevue, Ariel, est-ce que tu aurais un dernier conseil que tu as à nous partager pour les femmes entrepreneurs ou les gens qui veulent démarrer des projets? Qu'est-ce que tu as à leur transmettre en fin d'entrevue? Eh bien, moi, on dit tout le temps, prends le temps de faire les choses, prends le temps de prendre tes décisions. Mais moi, ce que j'ai appris dans le milieu des startups, où c'est très fast-paced, c'est vraiment même si tes objectifs semblent irréalistes, inatteignables, fais-le, fonce. Moi et Stéphane, c'est ce qu'on a fait. On a fait des projets dans des délais inconcevables, mais tu trouves le moyen de réussir, tu trouves le moyen de les mener à terme, puis c'est vraiment ça. Tu as une courte période de temps pour le faire, mais fais-le. Fais-le, exactement. Ariel, si les gens veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à se rendre au www.lori.biz, également la page Facebook lori.biz. Est-ce qu'il y a des événements? Qu'est-ce qui s'en vient, dans le fond, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois avec lori.biz? Donc, nous, le 19 novembre, on aide un organisme qui s'appelle Femmes internationales à célébrer son 10e anniversaire à l'Écomusée du Fier-Monde. Puis, c'est un organisme avec lequel on aime travailler. Puis, ils vont faire venir des entrepreneurs sociaux qui vont venir parler de leur parcours, donner des discours inspirationnels, puis vraiment célébrer l'entrepreneuriat social. Donc, c'est une belle opportunité de réseautage. Puis, j'invite tout le monde qui est intéressé à l'entrepreneuriat à venir participer. Donc, notez bien, si vous voulez plus d'informations, www.lori.biz. Merci beaucoup, Ariel. Merci beaucoup. Place à la capsule du coach avec Normand Lodiac. Normand, ton impression sur Ariel Baudin. Quelle femme inspirante, en plus 26 ans seulement. 26 ans, puis dès le début, elle m'a accroché. Elle a dit une phrase, puis j'espère que les auditeurs l'ont vraiment capturée. Elle a dit, tu peux être dans la vie tout ce que tu veux. Moi, j'étais en arrière, j'ai fait « Wow! » Mais elle dit pas entrepreneur. Il y avait comme un blocage, puis elle l'a spontanément dit. Moi, on le sait très bien, j'étais ingénieur, directeur pour une pétrolière connue, puis je réussissais superbement bien. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, pas entrepreneur. J'avais le même blocage, mais moi, je l'ai vécu à 50 ans, ça. Elle vit à 25, 26 ans, puis elle dit, hey, je veux être entrepreneur. On essaie de faire le bon. On sait qu'au Québec, les entrepreneurs, là, on est en pourcentage, on est plus bas que la moyenne canadienne. Oui. Et c'est là que je veux que les gens là, à la télévision disent combien, comprendre qu'entrepreneur, là, il y a une valorisation là-dedans, on peut se réaliser. Puis, en tout cas, Ariel a un beau message. Et les entrepreneurs sont appelés aussi à donner du feedback, comme tu l'as dit la semaine passée, mais aussi à en recevoir. Et aujourd'hui, tu vas nous parler comment recevoir des critiques constructives, le feedback. Parle-moi de ça, Normand. Parce que donner, on l'a vu dans la capsule, c'est spontané. Si on donne notre opinion, ça va superbement bien. Et là, on a des outils maintenant pour pouvoir donner du feedback constructif. Mais recevoir du feedback. Et je parle à nos auditeurs. Juste avant d'embarquer là-dessus, peux-tu rappeler rapidement les 5 A? Les 5 A, comment donner du feedback? La première chose, dans le fond, c'est d'être animé par une intention positive. Si tu veux donner du feedback, sois animé, sois vraiment là, dans un mood de pouvoir donner du feedback positif. Deuxième. 2, c'est de demander l'autorisation. De demander à la personne si elle veut recevoir du feedback. 3, appuyer sur des faits, pas des considérations, tu parles au jeu. 4, de pouvoir l'approche sandwich. Tu l'aimes, celle-là, hein? Ouais. Et 5, d'apprécier le moment présent. C'est vraiment un diamant de pouvoir donner du feedback. Mais là, on va recevoir du feedback. Puis je vous pose la question. Quand quelqu'un dit tel événement, telle chose, j'aurais du feedback à te donner, qu'est-ce qu'on fait normalement? On tombe sur la défensive. Ouais. Exactement. Ouais. Moi, je me rappelle, je vais parler d'un exemple tantôt, là, quand les gens me parlaient de mes premières conférences, ils voulaient me donner du feedback, là, tout mon cœur commençait à battre la chamade. Pourquoi? J'avais peur d'avoir mal. Mais là, on va voir c'est quoi. Savoir comment faire pour recevoir du feedback, puis FAIR.
F-A-I-R-E. OK, un autre acronyme Ah encore. ouais, parce que les gens vont pouvoir le mémoriser puis dire, wow, si j'ai du feedback, qu'est-ce que Normand et Cédric m'ont dit? Faire. OK. Le premier F, c'est faire. Pouvoir d'ouvrir notre cœur, de pouvoir recevoir. Moi, quand les gens disent non, j'ai du feedback sur tes capsules, fou, c'est un diamant, je me recevoir. Fait que c'est facile de me conditionner. Le A, un peu plus difficile pour moi, c'est d'accueillir sans rationaliser. Parce que les gens vont me dire non, ta capsule, il me semble que. Ah ouais, mais c'est à cause de. Mais c'est parce que tu n'as pas. Le fameux c'est à cause. Fait que A, c'est d'accueillir sans rationaliser, sans justifier. Tu te fermes la trappe et tu accueilles. Le I, je l'aime beaucoup. Parce que si tu me donnes du feedback, on va le voir tantôt dans l'exemple que je vais vous donner, c'est d'interroger pour bien comprendre. Et non pas l'approche canard. Quelqu'un te donne du feedback, non. Tu vas chercher vraiment, tu veux me dire ça pourquoi? Là? Puis moi, je vais une étape plus loin. J'interroge pour comprendre le feedback, puis j'interroge aussi pour comprendre la motivation de celui qui me donne le feedback. Puis tu t'interroges pas à la défensive, là, c'est Pas en juste pour tout. comprendre. Pour vraiment capturer tout le diamant, là, tu me dis ça pourquoi, puis dans quel contexte, donne-moi des exemples. Je veux vraiment le capturer. Le R, mais ça revient tout le temps à la même chose, de remercier. Le meilleur antidote de la dépression, là, c'est la gratitude. Moi, depuis plusieurs mois, pas encore années, là, je suis en gratitude par rapport à la vie. Fait que quand tu reçois le F-A-I-R, là, tu remercies. Quand quelqu'un me donne du feedback, sois sûr que la quatrième étape m'a remercié en regardant l'individu dans les yeux en disant merci beaucoup. Puis tu as tellement raison, Normand, parce que moi, à première vue, là, au début, quand je me faisais donner des critiques constructives, je disais pas merci, je disais comme est-ce que tu as d'autres choses négatives à me dire, là? Tu sais, je commençais à être un peu, pardonne-moi l'expression québécoise, écœuré de me faire tout le temps dire des critiques constructives, mais finalement, au bout du compte, il faut dire merci à cette personne-là, surtout si c'était quelque chose de constructif, quelque chose de cohérent. Cédric, dans les relations de couple, on voit en ce moment la tendance, là, les gens ne donnent plus de feedback, les gens échangent plus de rétroactions, ils flochent simplement. Patron-employé, c'est la même chose. On n'en donne plus de feedback. Fait que quand quelqu'un prend le temps, l'énergie de voir la capsule, comment donner du feedback, puis il vient de donner le feedback, moi, c'est un diamant, c'est sûr que je me remercie, parce que c'est la façon de grandir dans ma relation. Et les capsules qu'on a en ce moment, c'est de développer une relation d'être avec les individus. Donc, le R, remercier. Ouais. Et le E? Et le E, tu vas l'aimer. Moi, quand on me donne du feedback, là, je vais le recevoir avec mon cœur ouvert, mais je ne vais pas nécessairement tout changer. Donc, tu accueilles, tu accueilles, tu accueilles. Et une fois que c'est terminé, tu vas pouvoir évaluer. Je vous donne un exemple. Moi, mes premières conférences, là, les gens me disaient, on a du feedback. Puis j'ouvrais mon cœur, un peu sensible. J'ouvrais mon cœur, j'accueillais. Je vais donner 3 exemples. Quelqu'un me disait, Norm, tu parles trop vite. OK. J'ai envie de dire, Louis-José Hood, il parle à 170 mots minute, lui, puis il remplit ses salles. Mais je disais, OK, je veux accueillir sans dire un mot. Donc, je parle trop vite. Deuxième point qu'il me disait, gesticule beaucoup. OK. Mais le troisième, là, ça m'a vraiment fait mal. Il me disait, Norm, ça pense tellement vite dans ta tête là, que quand tu as une idée et tu en as une deuxième qui pop, la première, tu manges tes fins de phrase. Et là, j'ai interrogé pour comprendre. Je dis quoi? Je mange mes fins de phrase, oui. Quand tu arrives à la fin, là, puis là, tu tombes dans la deuxième idée. Aïe, aïe. Fait que je favorisais le feedback. 2, j'accueillais sans dire un mot. C'était dur. J'interrogeais pour bien comprendre. Je remerciais. Et le fameux E, je me disais, je parle trop vite. Je suis un gars intense, je suis un gars passionné. Si je parle plus tranquillement, je tente de le faire. Puis le feedback que j'ai eu de vos capsules, là, vous voyez ma douceur, c'est bon. Mais d'être plus lent, j'ai de la difficulté, mais je veux le faire. Mais par contre, de manger mes fins de phrase, ça, j'ai vraiment corrigé ça. Et je m'assure maintenant, quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout avant de commencer la deuxième. Très intéressant, Normand. Et comme dernière question, j'ai envie de te poser, est-ce que recevoir un feedback de quelqu'un d'influence, un leader, quelqu'un qui a de la notoriété, vaut plus que le feedback d'un ami, d'un collègue ou d'une connaissance, quelqu'un qu'on connaît à peine? Je te vois déjà aller dans ta réponse, mais j'aimerais savoir ton point de vue. J'adore ta question. Pour moi, en ce moment, quand quelqu'un vient me voir après mes conférences, je fais des conférences devant 300-400 personnes. Puis il y a des gens, dans le fond, des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est des vieux, des fois, c'est des gens qui ne me regardent même pas dans les yeux, dans le fond, sont un peu craintifs, puis ils vont me dire, on aimerait ça te dire quelque chose. Et pour moi, chaque personne qui prend le temps, l'énergie, de me donner de l'amour, de venir me voir et de me parler en ce moment-là, ce feedback-là est tout aussi important qu'on a vu la capsule numéro 5 avec Sylvain Guimond. Sylvain, un docteur en psychologie. Pour moi, les gens qui passent dans ma vie, qui ont la capacité de me donner un cadeau,
pour moi, c'est aussi précieux. Donc, peu importe le statut social, la renommée ou bien quoi, quand quelqu'un passe dans ma vie puis il a l'impression, dans le fond, qu'il y a un cadeau pour moi, je le prends avec autant de force que quelqu'un qui a une réputation et une renommée internationale. Merci, Normand. Plaisir. On approche maintenant la fin de l'émission, mais avant de vous laisser, je vous avais promis de vous faire une recommandation d'une lecture. Et cette fois-ci, je vous recommande un livre de Dale Carnegie qui s'intitule « Comment se faire des amis à l'ère numérique et accroître son influence ». Cette nouvelle édition est tirée du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et je vous recommande cette lecture-là parce qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir. Plusieurs personnes connaissent Dale Carnegie comme étant un leader d'influence auparavant, mais aujourd'hui, ses paroles tiennent toujours le fil. Il donne vraiment des conseils sur comment avoir une bonne influence autour de son réseau. Et j'ai le goût de vous partager quelques-uns de ces conseils qui sont tirés du livre que j'ai lu récemment. Premier conseil, il demande aux gens, il dit aux gens, intéressez-vous à ce qui intéresse les autres. Parce que comme l'avait dit Normand il y a quelques semaines dans sa capsule, quand tu vas à la pêche, tu ne mets pas un gâteau au chocolat sur ta canne à pêche, tu mets quelque chose pour attirer le poisson. Donc, Dale Carnegie, il dit vrai quand il faut s'intéresser aux autres. Deuxième conseil dans ce livre que j'ai trouvé très intéressant, c'est de mettre en avant ce qui est positif. Il est certain que si vous êtes toujours négatif, si vous êtes en train de vous plaindre, si vous êtes en train de chialer, entre guillemets, les gens vont vous fuir, les gens ne voudront pas développer des liens avec vous. Donc, toujours mettre de l'avant ce qui est positif. Autre conseil qui peut paraître très banal, mais qui est vrai, souriez. Il y a une étude qui dit que 99,7 % des gens trouvent que le sourire est un capital social important. Et c'est niaiseux, mais ce n'est que quelques muscles qu'on essaye de monter vers le haut ici. Et un sourire peut faire une grande différence dans une relation, dans un pitch de vente. Peu importe vos relations, quand vous avez un sourire, ça développe mieux vos habiletés ensuite à accroître votre influence. Également, un autre conseil dit « écoutez davantage ». Ce n'est pas pour rien qu'on a un dicton qui dit qu'on a deux oreilles et une bouche parce que l'écoute, c'est tellement important. Et combien de fois dans ma vie, je me suis mis à écouter au lieu de parler, j'en ai appris et ça m'a permis justement par la suite de dire des choses qui avaient du sens par le fait même que j'écoutais beaucoup au début. Et dernier conseil du livre que j'ai à vous partager, c'est « laisser les autres un peu mieux qu'ils l'étaient ». Donc, je vous dis, c'est un livre à vous procurer, Comment se faire des amis à l'ère numérique et accroître son influence. Et ce livre est disponible pour seulement une dizaine de dollars. C'est maintenant la fin de l'émission, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que si vous voulez toujours visionner nos épisodes en rediffusion, c'est possible au www.tvlaval.com ou au www.motivationquebec.com. Et n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook Motivation Québec. Et je vous laisse sous une citation assez ironique de Albert Hubbard qui dit « Pour éviter d'être critiqué, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez rien. » À la prochaine.